Voilà, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, la conférence va pas tarder. Donc nous sommes déjà au deuxième épisode Nouvelles technologies contre coronavirus. Vous pourrez retrouver tout ça pour ceux qui nous prennent après coup. Vous pourrez retrouver la vidéo en replay sur le Facebook, sur Facebook pardon, et également sur virus.bibmaster.com. Et comme je l'ai indiqué ici, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires durant le live. J'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. Alors tout d'abord, je propose qu'on se présente. Je m'appelle Céric Vasseur, je suis conférencier, formateur spécialisé en intelligence artificielle et robotique. J'ai aujourd'hui plus de 14 ans d'expérience, aussi bien sur de nombreux projets industriels en recherche et développement, en tant qu'analyse programmeur, responsable de département informatique, consultant, chroniqueur. Je suis spécialisé dans les grandes lignes dans les nouvelles technologies. Et je suis auteur également de différents projets liés à l'intelligence artificielle et à la robotique. Alors, ce que je propose dans ce deuxième live, c'est de reprendre, ça sera un état des lieux déjà du premier live qui a eu lieu il y a 2 semaines de ça, voir quelles sont les nouveautés, quelles sont également les mises à jour par rapport aux nouvelles technologies qui luttent contre le coronavirus. On parlera également du Covid Tracking, cette application dont on a souvent entendu parler sur les réseaux sociaux et dans l'actualité. Et on verra également comment, enfin on essaiera de réfléchir ensemble, voir comment les nouvelles technologies peuvent aider plus ou moins par rapport au déconfinement et réfléchir également au rôle des nouvelles technologies dans l'après-coronavirus. Alors je vérifie que tout le monde est arrivé. Bonjour tout le monde. Je vois des bonsoirs, des petits messages. Très bien. Écoutez, c'est sympa. Un petit état des lieux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de rappels aussi par rapport au premier live, parce que je ne sais pas quels sont celles et ceux qui ont déjà assisté au premier, donc j'ai voulu revenir sur certains points. Alors déjà un petit préambule, c'est comme je l'indique ici, dû à l'urgence de la situation, je ne suis pas docteur, je suis formateur en intelligence artificielle et en robotique, donc il y a des informations médicales ici qui sont présentées, qui ne peuvent pas être forcément validées par une instance médicale, donc j'évite de dire des bêtises, mais je tiens quand même à le préciser, seule une autorité médicale peut être amenée à autoriser ou non l'une des solutions présentées ci-après. Alors dans les remerciements, déjà je voulais remercier les participants du premier opus. C'était un franc succès pour un premier live Facebook. J'étais assez content de voir de l'émulsion en tout cas qui tournait autour de cet élan de générosité, d'espoir lié notamment aux nouvelles technologies. Je voulais remercier également le Nouvel Observateur pour avoir relayé à travers un article mon travail. Et je voulais également remercier Maker Faire, notamment Maker Faire France, qui a mis en place un projet de Maker solidaire et qui a sélectionné virus.bipmaster.com. Je remercie également tous les réseaux sociaux, les groupes de makers, d'industriels, de personnes plus ou moins spécialisées dans les nouvelles technologies qui ont relayé mon message. Et je voulais aussi remercier euh, la présence exceptionnelle des membres de l'association Caliban. D'ailleurs, j'en ai vu encore quelques-uns qui étaient connectés à l'instant. Et je voulais remercier également Orsis Formation, qui, à travers les articles avec lesquels j'ai collaboré et les réseaux sociaux, relaye et like ce que je fais sur le sujet. Alors je reviens aussi sur quelques liens utiles pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, qui veulent avoir un avis de la situation, parce qu'il y a beaucoup de fake news, de fausses informations. Donc n'hésitez pas à aller voir le site officiel du gouvernement et le site de l'OMS à destination du grand public pour faire un point sur l'actualité telle qu'il en est vraiment, éviter de tomber dans des fausses informations. Autre lien utile, pour celles et ceux qui veulent participer à des projets plus ou moins importants, vous avez différents appels, notamment du ministère des Armées, de la Commission européenne, de l'Agence nationale de la recherche et des volontaires, toujours pour l'HPAP. Pardon. Vous retrouverez tout ça sur le site internet virus.bipmaster.com et pour ces différents projets, tout le monde est plus ou moins invité à participer. Alors, où nous en sommes dans cette crise sanitaire, dans le coronavirus? Vous avez tous vu plus ou moins cette courbe. Donc, nous voyons ici sur la partie gauche ce qui se passe sans confinement. Et avec confinement, on essaye d'aplatir cette courbe. Là, c'est juste un petit rappel de l'état des lieux. Donc, grâce au confinement, on arrive à éviter de dépasser, de saturer les différents hôpitaux, ce qu'on peut voir avec la petite ligne orange. Par contre, comme vous voyez, sur la partie droite de l'écran, il y a un gros point d'interrogation. On ne sait pas très bien où on va. Il y a, excusez-moi, plusieurs projets, plusieurs projections
par rapport à cette courbe, comment on va avoir par la suite ce qu'on arrive à faire en tout cas avec les nouvelles technologies, mais il y a beaucoup de mystères encore, même s'il y a des projections de scientifiques très sérieuses à base de statistiques, etc. On ne sait pas encore très très bien comment ça va fonctionner. C'est la première fois que le coronavirus se déploie. On le connaîtrait très bien. On aurait peut-être déjà développé un vaccin, des médicaments, etc. Mais c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a encore beaucoup de doutes à son sujet. Voilà, beaucoup de pessimisme, mais aussi de l'optimisme. Il faut voir les deux côtés. Alors une petite chose aussi qui revient souvent, on parle du R0, c'est le taux de reproduction en tout cas du virus, c'est combien de personnes, en langage courant, sont infectées par une seule personne contaminée. Alors aujourd'hui, le coronavirus, sans confinement, lorsque vous avez une personne qui est atteinte du coronavirus, on considère qu'elle arrive à peu près à contaminer 2,5 personnes. Et il y a certains cas où il y a des personnes, des super contaminants, qui arriveraient apparemment à contaminer encore plus que ça. Mais là, c'est une moyenne de 2,5. Et lorsqu'on voit en fait cet effet de pyramide, on se rend compte que très rapidement, on passe de 2, 2,5, etc. Enfin, on a une escalade du nombre de personnes contaminées, en tout cas sans confinement. Et lorsqu'on va réussir à confiner les personnes, comme on est en train de le faire aujourd'hui, on arrive à descendre en dessous de la valeur 1, et en dessous de 1, donc à peu près à 0,6, on voit cette courbe qui descend tout doucement. Alors pourquoi je parle de R0? On peut se poser la question du rôle des nouvelles technologies, comment on peut diminuer ce taux de contagion, notamment par des outils de téléprésence, par des applications, par des outils soit électroniques, soit liés à l'intelligence artificielle sans contact, aussi des robots, notamment des robots de livraison. Donc les nouvelles technologies ont un rôle à jouer pour diminuer ce taux de contamination et faire en sorte que l'activité puisse continuer notamment, mais dans de meilleures conditions sanitaires, en tout cas de sécurité. Alors pour ça, on a aussi d'autres outils, on a notamment des tests. Je reviens juste sur deux types de tests qui existent aujourd'hui. Vous avez les tests PCR et les tests sérologiques. Alors dans un premier cas, le PCR, c'est ce qu'on voit souvent, c'est des écouvillons qui sont envoyés au fond du nez, donc c'est un peu désagréable, mais ça ne fait pas mal. Et bientôt, normalement, le CNRS a déjà développé le même type de test qui fonctionne avec la salive, qui sera beaucoup plus rapide à mettre en place. Et ce test-là a un intérêt, c'est qu'il détecte la présence du virus. Est-ce qu'il est là ou pas? Voilà, on peut le détecter grâce à ce premier type de test. Et le deuxième type de test, c'est un test sérologique à partir d'une prise de sang qui vérifie qu'on a ou non des anticorps, c'est-à-dire si notre organisme se défend actuellement ou s'est défendu un jour. Donc on est capable de savoir si la personne est infectée ou si elle a été à un moment donné infectée. Et si la présence d'anticorps est avérée, la personne est passiblement immunisée. Bien qu'il y a quelques cas où des personnes qui se croyaient immunisées retombent malades, ce qui sont assez rares, et on ne sait pas justement si c'est lié à des faux ou des vrais positifs. Alors je regarde très rapidement s'il y a des questions. Alors j'ai un tout petit espace ici et je ne vois pas très bien vos messages, je vous l'avoue. Donc je vais essayer de le voir sur un deuxième écran. Excusez-moi, ça va prendre quelques secondes. C'est très étrange. Alors, je vais visiter mon propre site internet. Excusez-moi, je vais pour quelques secondes. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, et je m'entends maintenant avec un petit décalage. Écoutez, je vois que beaucoup de personnes me disent bonsoir, donc je vous dis de nouveau bonsoir. Donc je vais continuer gentiment la vidéo, le live, pardon. Donc des petites mises à jour sur virus.beatmaster.com, donc un petit rappel des sites qui existent déjà et une petite mise à jour. Alors, il y a des projets qui sont toujours avec des besoins urgents, notamment les respirateurs artificiels, les masques et beaucoup de visières de protection qui sont demandées par les personnels médicaux, mais aussi par le paramédical et même des agents de sécurité. Les personnes qui travaillent dans les grandes surfaces ont un très grand besoin, notamment de visières. Concernant les masques, on espère en avoir au mois de mai, comme l'a annoncé notre président. Et pour les respirateurs artificiels, la plupart des hôpitaux arrivent à éviter la saturation et beaucoup de constructeurs se sont lancés dans la production de respirateurs artificiels pour pouvoir arriver à en fabriquer de nouveaux. Donc on est un peu en train de quitter en tout cas ce monde de l'urgence concernant notamment les respirateurs artificiels, mais pas complètement. Il y a encore beaucoup de besoins.
Les problématiques donc j'avais énoncées déjà la dernière fois, c'est les problèmes de qualité, de normes de sécurité, les schémas, les plans et modèles qui sont souvent fermés, donc on n'a pas accès aux schémas et parfois aussi ils sont difficiles à comprendre. Et aussi des problèmes d'organisation et de logistique. Très rapidement, il y a eu beaucoup de makers qui ont voulu fabriquer leurs propres appareils, leurs propres consommables pour les respirateurs artificiels, les masques, les visières. La difficulté étant que voilà, on ne savait pas qui en avait besoin, à qui le donner, comment le transporter. Et heureusement, il y a des associations qui se sont organisées, j'en parlerai juste après, et qui gèrent justement l'offre et la demande. Donc parmi tous les makers qui s'organisent, il y a beaucoup de groupes Facebook que vous retrouverez sur virus.beatmaster.com, notamment les makers contre le Covid, des professionnels de l'impression 3D face au Covid-19 aussi, c'est un groupe qui est sur LinkedIn cette fois-ci, et Open Source Covid-19, Medical Supplies en anglais, Open Source Covid-19, Covid-19, pardon, Medical Supplies au Pakistan, toujours en anglais, et vous avez bien d'autres groupes qui se sont créés depuis, notamment des groupes aussi par département. Je vous invite à regarder sur le site internet, tout ça est listé. Et comme je vous l'ai dit, il y a des industriels maintenant qui se sont mis en œuvre pour fabriquer, notamment pour aider à fabriquer ces respirateurs dont on a besoin, notamment Renault, Valeo, PSA, Schneider Electric, Dyson et Tesla notamment. Parmi les mises à jour sur virus.beatmaster.com, vous verrez notamment Covid-19, la boîte à outils, c'est l'association Medicine, si je ne dis pas de bêtises, c'est une association ou une entreprise, j'ai un doute, qui, vous me corrigerez dans les commentaires, qui a créé ce site internet. Covid 3D, une plateforme qui associe justement l'offre et la demande par rapport à la production d'outils en 3D pour venir en aide, pour lutter contre le coronavirus. Vous avez aussi l'association Robotique Caliban, dans laquelle vous avez de nombreux membres qui participent à la fabrication de visières, de masques et d'appareils pour les respirateurs artificiels et même des prototypes de respirateurs artificiels. Vous avez Maker Faire France qui a mis en place un site internet qui s'appelle Maker Solidaire, dans lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des propositions. Donc vous avez beaucoup de makers qui se sont mis, qui ont mis en œuvre des outils, des plateformes et aussi des choses très, très concrètes, mais aussi des choses aussi pour se divertir. Je vous invite à aller les voir, c'est assez original. Et toujours Visière Solidaire, Visière de l'Espoir, que j'ai mis un petit peu plus en avant sur le site, bien que j'avais cité avant. Vous avez aussi fait une blouse, c'est pareil, c'est un groupe qui s'est créé spontanément pour pouvoir créer, diffuser, coudre. Et pareil, c'est un manque de blouse qui est criant. D'ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un manque de blouse, il y a un manque d'élastique aussi. On utilise des Scooby-Doo, notamment pour les masques ou des choses comme ça. Et vous verrez souvent sur ces groupes-là, ils demandent si des personnes, des entreprises ou même des particuliers ont des Scooby-Doo ou des élastiques chez eux. À ce moment-là, n'hésitez pas à rentrer en contact pour leur donner, les distribuer. Vous avez l'appel de la Marne aussi pour les couturiers. Et vous avez Smooth Color qui propose ses services pour l'impression 3D. Vous avez aussi l'annuaire GitHub pour des projets open source que vous pouvez trouver en ligne. Et l'inventaire des initiatives de la société civile. Le respirateur, un projet de respirateur depuis le projet du MIT. Un virus hackathon. Et également des modèles, des prototypes de respirateurs open source. C'est un projet qui vient notamment des Alpes. Vous retrouverez tout ça sur virus.beatmaster.com. Vous avez un code couleur un petit peu différent lorsque j'ajoute ou je modifie un site internet dans le listing. Alors, petite originalité aussi dans les projets, un outil qui s'appelle Coach Research. C'est une intelligence artificielle qui essaye de prédire, je dis bien qui essaye de prédire le coronavirus en fonction de votre toux. Donc, c'est un projet, un prototype. Beaucoup de choses indiquent que ce n'est pas aussi efficace qu'un test sérologique ou que d'autres types de tests, notamment médicaux. Mais en tout cas, il y a de l'idée, c'est avec l'intelligence artificielle est capable de détecter peut-être des anomalies ou des choses liées notamment à la toux. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul projet. Beaucoup d'autres projets tentent également d'analyser les données pour trouver une corrélation, notamment sur le son, la voix ou différentes données médicales des personnes qui sont contaminées ou pas encore contaminées. Vous avez Folding at Home, j'en ai pas parlé la dernière fois. C'est un outil en ligne qui vous permet de prêter votre temps de calcul de votre ordinateur pour aider la recherche en ligne. Donc vous avez votre machine qui devient en fait un cluster, un morceau d'un super ordinateur. Et donc c'est un outil qui, comme son nom l'indique, Folding, qui essaye de déplier des atomes, des choses assez compliquées à calculer. Et pareil, vous retrouvez le site sur virus.beatmaster.com. Alors je regarde s'il y a des questions, j'espère que je ne vais pas trop vite. Donc il y a des personnes qui disent encore bonsoir, bonsoir tout le monde.
Et écoutez, c'est très bien. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser ou des remarques aussi. Si vous voulez laisser un message, faire passer un message, n'hésitez pas à utiliser ce live. Il est fait pour. Donc là, on va parler de Covid tracking. Alors, qu'est-ce que le Covid tracking? C'est un outil qui sera très certainement déployé en France, qui est déjà déployé en Chine, en Corée, en Iran. La France, c'est l'INRIA qui commence à travailler dessus, célèbre laboratoire de recherche, notamment dans les nouvelles technologies. Vous avez aussi d'autres sociétés à travers le monde, comme Alipay, TraceTogether, Stop Covid, enfin pour la France. Et vous avez également Apple et Google qui se mettent à travailler ensemble, ce qui est très très rare. Quand est-ce que ça s'est fait la dernière fois? Voilà, on a du mal à se souvenir, mais en tout cas, vous avez Apple et Google qui essayent de créer une plateforme logicielle qui viendra s'intégrer sur tous les téléphones portables Google et Apple, c'est-à-dire quasiment 100% des téléphones de la planète, pour pouvoir faciliter justement cette détection de téléphones à proximité. Alors qu'est-ce que cet outil de tracking peut faire exactement? Quelles sont les problématiques de cet outil? Déjà, c'est des problèmes éthiques, donc on se pose la question de la vie privée, ou est-ce qu'on va être finalement privé de vie, et technologique, c'est-à-dire qu'on a aussi une difficulté à estimer des distances. Lorsque vous avez un téléphone, vous activez le Bluetooth à l'origine, prévu pour envoyer des données, mais pas forcément pour calculer la distance à laquelle ce téléphone-là est par rapport à un deuxième téléphone. Alors certains vont me dire, on peut envoyer un ping, oui, mais le problème c'est que votre téléphone est peut-être un tout petit peu plus long, un petit peu plus rapide que le téléphone en face, donc le ping doit être fonction du type de téléphone, donc il y a des choses assez compliquées à faire, enfin, assez compliquées en tout cas pour un petit constructeur, mais si effectivement Google et Apple se mettent à travailler dessus, ou les grands laboratoires comme l'INRIA, je pense que les barrières vont se lever très rapidement sur ce genre de problématique. L'autre problématique, ce sont les personnes qui sont non équipées. On se rend compte que pour que cet outil soit vraiment efficace, il faut qu'il y ait au moins 60% de la population qui soit équipée. Alors pour répondre à ce problème de vie privée et privée de vie, comme j'ai dit, on a notamment la possibilité, en tout cas le travail qui est fait dessus, c'est de créer une clé aléatoire qui change régulièrement sur votre téléphone. C'est-à-dire que lorsque vous allez croiser une personne, ça sera la personne 1, 2, 3, 4, et vous allez recroiser la même personne, et son numéro, son identifiant sera complètement différent la deuxième fois que vous allez le croiser. Ce qui fait qu'un éventuel pirate qui essaierait de récupérer cette information-là ne pourra pas en faire grand-chose si ce code change toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, etc. Donc en tout cas, c'est une bonne piste. Par contre, il faut encore faire attention à d'autres sujets en fonction du type de téléphone. Vous avez notamment, je pense, l'adresse MAC, le numéro de série du téléphone portable lorsque le Bluetooth est allumé. Voilà, il y a encore des choses sur lesquelles il faudra faire très très attention. Et puis de même, ce numéro qui change régulièrement, pour savoir à qui il appartient, il faut quand même l'envoyer à un moment donné à un serveur. Donc il y a quand même des problèmes de confidentialité qui peuvent apparaître. Sauf si effectivement on fait tout ce qu'il faut, on met tout en œuvre pour s'assurer de la confidentialité des infos, mais beaucoup de personnes s'en inquiètent avec plus ou moins de raison. Alors, comment fonctionne ce type d'application? Imaginez, vous avez un téléphone, comme j'ai déjà expliqué la dernière fois, et on se rend compte que vous faites un test médical, et là, du coup, il y a votre docteur, par exemple, qui, via une version particulière de l'application, des codes qui lui appartiennent, pour éviter que tout le monde puisse modifier son code, va pouvoir envoyer un signal, et en fonction, en tout cas en France, on va essayer de demander que la personne, en tout cas, soit volontaire pour accepter le diagnostic, donc dire, bon, ok, effectivement, je suis contaminé. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Cette information-là, lorsque vous allez rencontrer d'autres téléphones, alors attention quand je dis rencontrer d'autres téléphones, là pour l'instant, dans la partie géolocalisation, on ne sait pas si la personne va être contaminée dans 5 jours. Mais là, on peut revenir jusqu'à 5 jours en arrière. Donc vous déplacez gentiment avec votre téléphone dans la main, et vous allez croiser d'autres téléphones qui ont la même application. Et à un moment donné, vous avez le docteur qui va vous dire « Ah, attention, vous êtes contaminé ». Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va mettre à jour cette information de contamination sur tous les téléphones et qui ont été croisés avec cette même application, et leur dire « Bon voilà, attention, vous êtes maintenant, vous avez croisé quelqu'un qui a été contaminé ». Alors à partir de quel moment justement ce croisement devient dangereux? Peut-être au bout de 10 minutes de conversation avec la même personne à moins d'un mètre, par exemple, ça peut devenir potentiellement dangereux. Et en fonction du résultat, après, il faudra très certainement passer des tests ou se surveiller, ou peut-être mettre la personne en quarantaine ou en quatorzaine. Y a-t-il des questions sur cette partie Covid tracking dont j'avais déjà parlé la dernière fois?
Je regarde mes petits messages. Alors, on me demande, tac, tac, tac. Alors, deux questions de Monsieur Cyril. On demande s'il y aura suffisamment de masques et que les gels hydroalcooliques soient réapprovisionnés. Et deuxième question, allons-nous autoriser en France cet outil dont vous parlez? Aujourd'hui, concernant déjà la deuxième question, oui, très vraisemblablement, puisque ça sera un outil qui se fera sur le volontariat. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Je pense, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à la santé, et puis on n'a pas beaucoup d'autres outils. Effectivement, ça pose un gros problème éthique, un gros problème de vie privée. En tout cas, c'est des choses à contrôler, mais si ça permet de sauver des vies et que l'on arrive quand même à chapeauter ça avec suffisamment de garanties, je pense que là, oui, on pourra... euh, pardon, je reviens sur mon petit outil. Voilà. Je pense que pour répondre à la question, que l'on pourra déployer l'outil, qui vaudra mieux avoir cet outil-là plutôt que de ne rien faire et de laisser toute la population en confinement ou de risquer des vies d'autres personnes par rapport à un outil qu'on pourrait déployer, utiliser facilement. Et pour l'autre question euh, sur le nombre de gels et de masques, là je n'ai pas d'informations. Par contre, d'après ce que je peux lire, comme vous tous, c'est que ce temps, en tout cas de confinement, a servi aussi à se réapprovisionner, notamment en masques. Concernant le gel hydroalcoolique, je pense que ça sera plus facile, parce que ce sont des produits que l'on peut fabriquer, en tout cas en France, qu'on peut produire en France avec certains produits chimiques. Par contre, les masques, effectivement, les tissus, l'assemblage, tout ça est beaucoup plus compliqué. Donc je pense que le gel sera... et puis le gel, on peut s'en passer en utilisant de l'eau et du savon. Par contre, les masques, effectivement, c'est une difficulté, on est obligé d'en importer. Et même si on essaye de fabriquer des masques en France, on n'en a pas encore suffisamment pour toute la population. C'est pour ça qu'on essaye d'en fabriquer, en tout cas pour le 11 mai, et puis d'en faire livrer beaucoup. Concernant maintenant, excusez-moi, le déconfinement, les nouvelles technologies, alors, je vous ai déjà parlé de Blue Dot, qui le 31 décembre a réussi à détecter le coronavirus avant l'OMS. Donc l'OMS lance officiellement l'alerte le 9 janvier, tandis que le 31 décembre, la société Blue Dot alerte sur la propagation du coronavirus, avec pour seule source des articles de presse et des données aériennes. Donc on a eu un temps d'avance grâce à l'intelligence artificielle et la question qu'on peut se poser, c'est maintenant qu'on est en déconfinement, est-ce qu'on peut continuer à utiliser l'intelligence artificielle justement pour trouver des parades, trouver nouvelles stratégies, ou en tout cas adapter les stratégies actuelles au jour le jour en fonction des données qui sont captées donc par les téléphones, par rapport aux hôpitaux, etc. La réponse est dans l'ensemble oui, puisqu'on utilise déjà ces outils-là, ces outils statistiques, mais aussi du deep learning, machine learning, pour justement trouver des corrélations, notamment auprès des malades, des personnes malades, etc. Donc il y a quelque chose à faire, en tout cas en matière de déconfinement avec l'intelligence artificielle. Alors, je remets cette petite, voilà. Alors, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle aussi est utilisée notamment pour estimer la propagation. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a des mouvements en France, déjà même avant l'installation de l'application Stop Covid sur votre téléphone, vous avez la possibilité de géolocaliser les utilisateurs par rapport aux antennes relais. Lorsque vous utilisez non plus le Wi-Fi, mais lorsque vous utilisez le réseau téléphonique, on peut, de façon très vague, estimer lorsqu'un téléphone est plutôt par un quartier de Paris, par exemple, si ce même téléphone-là sort de Paris, on peut le détecter très facilement, même quand il change de quartier, grâce aux antennes relais. Donc c'est des choses qui ont été qui sont déjà utilisées pour pouvoir connaître la migration, notamment de la population, lorsqu'il y a eu l'effet du lockdown, le confinement, etc. On a vu effectivement des masses de personnes se déplacer un peu partout en France grâce à ces outils et estimer où elles partaient et combien de temps elles restaient, si elles pouvaient propager la maladie. Donc on sait utiliser ce genre d'outils. D'ailleurs, pour travailler sur ce genre d'outils, chose dont j'avais parlé déjà la dernière fois, vous avez de l'open data, notamment le Research Dataset Core 19 sur Kaggle, qui permet de mettre en ligne toutes les données ouvertes que l'on peut trouver sur le Covid-19, que je vous invite à voir, en tout cas si vous êtes un data scientist ou vous vous intéressez aux informations open source liées au sujet.
Autre souci, en tout cas, dont je vais beaucoup parler, c'est les problèmes de respirateurs. Aujourd'hui, en déconfinement, on continue à avoir besoin de respirateurs et de ventilateurs artificiels, notamment des ventilations non invasives et des ventilations invasives. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre les deux. Les non invasives sont relativement faciles. Quand je dis relativement, ça demande quand même beaucoup de travail à fabriquer, en tout cas par des makers. Par contre, les ventilations invasives, là, sont très très sophistiquées. Il faut vraiment une très haute technicité pour pouvoir faire ça correctement. Donc je vous invite aussi, pareil, à voir la différence entre les deux si vous voulez vous lancer sur ce type de projet. Je parle aussi de thermographie, on en avait déjà parlé la dernière fois. Ce sont des choses aussi qui peuvent maintenant se multiplier dans un avenir prochain, en tout cas pour surveiller le déconfinement, notamment des caméras thermiques, des thermomètres infrarouges qu'on utilise souvent d'ailleurs, on voit utiliser régulièrement, mais qui peuvent être équipés aussi sur des drones, des casques de réalité augmentée ou des détecteurs autonomes. Vous avez aussi très certainement un boom qui est en train d'arriver, notamment des robots livreurs que l'on voit surtout aux États-Unis. Vous avez les entrepôts automatisés, les hôpitaux qui ont besoin de robots, en tout cas pour déplacer des médicaments du point A au point B, surtout quand ce point B-là est une chambre remplie de personnes qui sont contaminées par le coronavirus. Et ce type de robot aussi permet de garder une certaine distanciation sociale, notamment pour les livreurs, pour les protéger, mais aussi tout professionnel de santé par exemple. On utilise aussi ce type de robot sur des drones, sur des engins à roues, chenilles, au système passif, actif, pour nettoyer, pour désinfecter des chambres. J'en avais déjà parlé la dernière fois. On utilise des produits chimiques, mais aussi des ultraviolets. Là, je dis toujours attention, c'est très très dangereux pour la peau. Ça pourrait être même plus dangereux que le coronavirus lui-même si cela déclenche un cancer, notamment aussi la rétine qui est très fragile à ça. On peut avoir ces outils-là qui sont soit télépilotés, autonomes, semi-autonomes, et vous avez l'exemple, comme j'ai dit, de Shark Robotics et UVD Robots. Les drones qui sont utilisés par la police, les pompiers, les services de secours, sont utilisés également sur des haut-parleurs, des capteurs de température, des caméras et des systèmes télépilotés, semi-autonomes et autonomes. J'ai parlé également la dernière fois des systèmes de téléprésence qui sont déployés en EHPAD, qui fonctionnent très bien dans les écoles, dans les hôpitaux également, pour pouvoir surveiller tous les appareils de mesure à distance des personnes contaminées. Et vous avez notamment Qt, Awabot, Axine Robotique dans les robots de téléprésence qui sont notamment déployés en France. L'impression 3D, c'est un boom également. Aujourd'hui, on se rend compte que ça permet de produire très rapidement des outils dont les hôpitaux ont besoin, aussi bien pour des projets industriels, hospitaliers, aussi bien des choses fabriquées par des makers, des outils do it yourself. C'est souple, c'est éprouvé, c'est très rapide et l'impression 3D est quelque chose qui a prouvé son efficacité, en tout cas pendant cette crise. Aujourd'hui, on essaye avec l'intelligence artificielle d'accélérer des tests cliniques, notamment avec Alibaba. 20 secondes, on arrive à détecter sur un scan thoracique en 20 secondes si la personne est atteinte ou non du coronavirus. Donc c'est quelque chose d'assez marqué qu'on peut identifier en tout cas sur un scanner avec 96% de précision, ce qui fait qu'un expert n'a pas besoin de regarder tout de suite la radio. En 20 secondes, on peut avoir quelqu'un, un paramédical qui ne soit pas forcément médecin, qui arrive du coup à traiter beaucoup plus rapidement et en urgence les cas les plus compliqués. On peut également prévenir les complications grâce à l'intelligence artificielle, toujours. Ce sont des chercheurs chinois et américains qui ont développé une intelligence artificielle qui permet de détecter les indicateurs de développement d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qu'on appelle SRDA, avec une précision de 80%, et le déploiement serait attendu en tout cas pour le mois d'avril. Donc de quoi s'agit-il? Lorsque la personne est atteinte effectivement du coronavirus, avec différents prélèvements, on peut se rendre compte que la personne va bientôt risquer d'avoir une détresse respiratoire et donc il va falloir l'intuber. Grâce à cet outil-là, avec une précision de 80% quand même, on peut choisir d'intuber la personne plus rapidement et donc lui sauver potentiellement la vie. Alors, j'ai parlé également la dernière fois d'identification faciale avec SenseTime, qui arrive maintenant à identifier des personnes même si elles portent des masques. Bon, c'est un peu anecdotique, en France en tout cas on n'utilise pas ce genre d'outils, mais en tout cas il faut savoir que c'est des outils qui existent. Un autre boom également pendant le confinement puis le déconfinement qui arrive, c'est la téléformation, le streaming vidéo avec Messenger, WhatsApp, Zoom, Teams, Discord. Même j'ai pas mis Facebook Live que vous voyez actuellement ou YouTube si vous le voyez en replay. C'est un vrai boom et ça fait partie des nouvelles technologies qui vont très certainement envahir notre quotidien encore plus dans les prochains mois, notamment pendant cette période de déconfinement. Le télétravail va continuer. Des personnes vont très certainement se retrouver aussi en quatorzaine lorsqu'ils vont être en contact avec une personne contaminée.
lorsque un certain nombre de symptômes vont arriver, lorsque les tests sont positifs. Donc tout ce qui est à distance, notamment les téléformations, les streaming vidéo vont perdurer, excusez-moi, et grandir. La réalité augmentée, mixte, ce sont des outils aussi très efficaces qui sont utilisés notamment pour des formations à distance, pour pouvoir piloter des objets à distance. Et ce sont des choses aussi qui sont amenées à se développer, ça j'en suis sûr. Je regarde s'il y a des questions sur le sujet. Tac, tac, tac. Alors, tac, tac, tac. Je regarde très rapidement. Ok, donc je continue. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais de quoi s'agit-il? Comment ça va se passer après le coronavirus? Est-ce qu'il y a des choses qui vont très certainement se développer? Est-ce que l'on va améliorer les choses technologiquement et comment? Et avec quoi? Alors déjà, après le coronavirus, il faudra très certainement se préparer à de nouvelles pandémies. Nous avons eu un virus, on voit déjà ce qu'il arrive à faire. Si nous avons d'autres virus, même de la même famille, il faut savoir que c'est une famille de les coronavirus, donc il n'y en a pas un, c'est le Covid-19 exactement dont il faudrait parler pour être très précis. Et ces différents outils, notamment de prévention, de détection, vont très certainement être utilisés dans le futur, en sachant qu'il n'est pas exclu que le Covid-19 puisse muter et changer, devenir, en tout cas on l'espère, moins virulent, mais s'il y a une mutation, il pourrait également s'attaquer différemment à la population et rendre en tout cas caduques les vaccins que l'on essaye de développer, qui prennent beaucoup de temps. Enfin, après le coronavirus, là on agit un petit peu dans l'urgence, donc on essaye de changer beaucoup de choses très rapidement, mais il est assez certain que l'on va arriver vers la fin des interfaces tactiles dans les lieux publics, notamment les portes, les robinets, les mitigeurs, les ascenseurs, les métros et tous les RER ont des boutons voilà, pour s'arrêter, pour ouvrir les portes, etc. Et en tout cas, je pense et je prédis que tous ces boutons-là, toutes ces surfaces, toutes ces interfaces tactiles vont être amenées à évoluer ou à changer ou à disparaître et être remplacées par des outils non tactiles, sans contact, dont je vais montrer quelques exemples après. Alors vous avez le premier exemple de sans contact, c'est ce que vous avez dans votre carte bleue, enfin pour celles et ceux qui l'ont activé, vous avez des puces RFID ou voire même des puces NFC lorsque vous utilisez un téléphone qui permet sans contact d'échanger des informations. Donc pourquoi pas par exemple s'en servir comme une clé pour rentrer chez soi et sans avoir à sortir son téléphone ou même l'utiliser dans certains lieux publics avec certains accessoires, par exemple un distributeur automatique de billets, on peut taper son code en plus sur son propre téléphone, donc ce qui peut être assez sécurisant, et l'utiliser sur un distributeur automatique. Vous avez aussi des outils qui permettent d'analyser la posture. Vous avez des caméras 3D d'Intel RealSense qui permet, donc ça envoie un ensemble de petits points en infrarouge qui permettent de segmenter l'image, de savoir si un objet est devant ou derrière, et notamment, comme vous pouvez le voir à l'écran, de pouvoir segmenter, de détecter chacun des 10 doigts de l'utilisateur, si on a les deux mains, et la posture et la position du visage. Donc ce sont des outils, enfin des caméras qui sont déjà utilisées comme interface homme-machine, en tout cas pour éviter le contact. Et vous avez un autre outil logiciel cette fois-ci qui s'appelle OpenPose notamment, vous en avez d'autres, qui permet de détecter la posture d'une personne dans son ensemble. Et lorsque la personne va déplacer son bras, sa main, sa tête, on va pouvoir avoir son ossature en temps réel et pour pouvoir faire interagir par exemple une application en fonction de la posture de la personne. Alors dans les types de caméras un peu spéciales, vous avez les caméras Kinect, vous avez Kinect de Xbox 360 et vous avez des caméras Intel RealSense. Ce sont des caméras qui sont composées en général d'une caméra traditionnelle, haute résolution, qui permet de capter des millions de couleurs et de pixels, et un émetteur infrarouge qui va permettre d'envoyer tous ces petits points dans l'espace, et une autre caméra qui est elle-même aussi infrarouge, qui va permettre de segmenter, comme je l'ai dit, les différents objets dans l'espace, de connaître leur position dans la troisième dimension. Et enfin, vous avez aussi la possibilité d'utiliser de l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance d'objets. C'est-à-dire que vous pouvez aussi saisir ou présenter un objet, ça peut être une carte, une clé, ou même on pense au QR code tout simplement. Vous avez un badge, une carte d'accès, vous pouvez montrer votre QR code discrètement. Enfin voilà, il y a plein de possibilités qui peuvent se mettre en place grâce au système de caméra, de système optique, pour pouvoir notamment activer un mécanisme.
En termes aussi de reconnaissance vocale, on peut faire de nouvelles choses. Alors imaginez que vous rentrez dans un ascenseur d'une résidence et puis sans appuyer sur aucun bouton, vous indiquez que vous voulez monter, je veux monter au 5e étage et l'ascenseur vous dit OK et vous montez automatiquement au 5e étage. Donc la reconnaissance vocale aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne, qui marche bien, qui est intégré maintenant dans la plupart de nos téléphones portables avec moins de 5,9% d'erreurs en tout cas en texte libre, avec un vocabulaire plus fermé, on arrive à un taux d'erreur encore en dessous de ça et donc la reconnaissance vocale, c'est quelque chose aussi qui va exploser dans les prochains mois, en tout cas pour éviter le contact avec les différentes interfaces. J'en suis sûr également, bien que je mets un petit bémol, il ne faut pas que ça soit des environnements trop bruyants ou avec trop de personnes autour de vous, sinon ça peut être assez, ou des informations confidentielles, ça risquerait d'être très très compliqué. Mais de la même façon, il serait possible d'utiliser votre téléphone, d'utiliser la reconnaissance vocale de votre téléphone pour actionner quelque chose qui sera en face de vous. Ce n'est pas impossible non plus. Une fois que vous avez associé votre téléphone à, par exemple, une porte automatique ou un ascenseur ou tout ce que vous voulez. On parle aussi de robots policiers dans les nouvelles technologies qui vont très certainement se développer davantage. Donc certains disent qu'ils profitent du coronavirus, mais ce sont des projets aussi qui étaient en cours de déploiement déjà depuis longtemps. Et c'est vrai que maintenant, par exemple, que les couloirs aériens sont fermés, on peut utiliser des drones un petit peu partout en France. Donc ce type de robots, alors de drones aussi, permet de détecter les présences, de faire de la prévention, donc passer des messages d'information, de verbaliser aussi, de récupérer par exemple une plaque d'immatriculation, de faire une photo. Ça permet aussi aux agents sur le terrain de garder des distances de sécurité, de couvrir des zones aussi beaucoup plus larges. Lorsqu'on voit un jogger qui est très très loin des policiers, le temps de l'attraper, entre guillemets, si je puis dire, on peut envoyer le drone directement pour pouvoir lui laisser un petit message, par exemple. Vous avez les outils de téléprésence qui seront très certainement accrus après le coronavirus, notamment dans les hôpitaux, les EHPAD, les écoles et les centres de formation, sont des choses qui aujourd'hui étaient développées, je dirais pas de façon anecdotique, mais quand même en assez faible quantité, qui vont très certainement exploser du fait justement des personnes à risque. Donc on sait qu'on doit attendre encore de nombreux mois avant que la situation revienne à la normale. Et donc comment communiquer notamment avec nos aînés ou avec des personnes, même des enfants qui sont en situation délicate, on a la possibilité de le faire notamment à travers de robots et de machines. L'avantage c'est qu'on peut les déplacer à distance, c'est quelque chose qui a une figure plus ou moins humaine. Donc voilà, il y a des choses aussi qui vont très certainement exploser en termes de téléprésence dans les prochains mois. Après, vous avez des outils aussi qui sont actuellement déployés pour le coronavirus, enfin, qui sont en cours de déploiement, qui vont très certainement se mettre de côté et vont être prêts de nouveau à se redéployer si jamais une nouvelle pandémie vient à se mettre en place. Notamment, je pense aux applications de tracking pour pouvoir aussi recevoir l'information comme quoi il faut se confiner le plus tôt possible. Donc, voilà, un jour, un matin, peut-être dans X années. On va espérer que ça soit très très long une fois que tout ça sera fini. On va recevoir un message, hop, non, il faut rester chez vous, ne sortez pas. Bon, pourquoi pas. Et des outils aussi de prise de température qui vont peut-être être déployés un peu plus régulièrement partout dans les officines, les pharmacies, etc. Voilà, je pense que les prises de température, notamment, vont être plus ou moins automatisées dans un temps plus ou moins proche. Voilà, j'arrive tout doucement à la fin de ce live. Je regarde si vous avez des petites questions auxquelles j'essaierai d'apporter mes réponses. Donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Et alors je crois que j'ai un petit souci, c'est que je ne vois pas vos questions. Je vais arranger ça. Hop, tac, tac, tac. Alors, j'ai un petit souci avec l'outil qui m'affiche des choses très difficiles à lire, mais je vais essayer de voir un petit peu les messages. Donc je vois beaucoup de bonsoir, de bonjour, donc bonjour et bonsoir à tout le monde. Je vois beaucoup de fans qui étaient déjà là la première fois, donc je redis bonjour. Beaucoup de membres de Caliban, donc bonjour à l'association Caliban. Des questions dont j'ai déjà répondu, je crois, sur le coronavirus. Tac, tac, tac.
Contribution, voilà, bah, j'essaye, alors on me remercie pour ma contribution. Alors voilà, j'essaye de faire ce que je peux, en tout cas avec les connaissances que j'ai. Je serai couturier, je ferai un tutoriel pour aider à faire de la couture de masques. Je serai docteur, je donnerai peut-être d'autres informations. Là, travaillant dans les nouvelles technologies, j'essaye de faire passer mes informations qui, j'espère, vous seront utiles. Je continue à descendre, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme je dis, si vous n'en avez pas, c'est moi qui vais vous en poser. Alors, j'ai vraiment des difficultés à lire. Est-il raisonnable de laisser les enfants en nombre retourner à l'école dans un espace réduit à côté du 11 novembre? Alors, je pense que Monsieur Cyril a voulu dire peut-être 11 mai, pas novembre. Est-ce que c'est raisonnable? Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, mais après, ce qui est sûr, c'est que si on ne peut pas non plus vivre éternellement confiné, ça peut être aussi dangereux, l'air de rien, pour la santé physique, mentale. Et en dehors de ça, il faut produire, faut produire des choses sur le pays, de l'alimentaire, tout ce qui est médical. Lorsque vous avez besoin, par exemple, d'aller chez votre dentiste, voilà, enfin, il y a plein de choses qui doivent redémarrer. C'est vrai que c'est très compliqué parce que du coup, les écoles, pourquoi on redémarre les écoles en priorité? Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Ils ne le cachent pas trop non plus. C'est que c'est pour permettre aux parents de retourner travailler et donc de redémarrer un peu la machine. Donc les enfants, a priori, ne développent pas, en tout cas, très très faible, un taux très très faible d'enfants, en tout cas, qui sont touchés par le coronavirus, sont presque immunisés. A priori, ne touchent pas les enfants, mais c'est un risque. Enfin, malheureusement, on est dans une telle situation où je veux pas me mettre à la place des personnes qui nous gouvernent, mais j'ai l'impression que quelle que soit la stratégie qui est mise en place, il y a de toute façon un risque. Si on ne fait rien, si on laisse les gens enfermés chez eux, il y a un risque. Si on les fait sortir trop tôt, il y a un risque. Trop tard, il y a un risque aussi. Donc il faut prendre à un moment donné des choix, des risques, des décisions. Tant qu'il n'y a pas de médicaments, on ne peut pas, voilà, on peut pas laisser la population comme ça, sans pouvoir sortir, se nourrir, etc. Donc oui, il y a un risque. Après, est-ce que la date est bien choisie? Ça sera très compliqué à vous dire. Alors, je regarde s'il y a encore d'autres questions. Y a-t-il des robots de désinfection utilisés en France? Alors c'est une bonne question. Je crois que tous les exemples que j'ai pu voir étaient en Chine et vous avez Shark Robotics en France qui a été testé en tout cas dans la rue. Je ne l'ai pas vu encore de façon opérationnelle, en tout cas sur le terrain, utilisé dans la vraie vie. Mais en tout cas, oui, il y a au moins Sharks Robotics qui a développé un robot de désinfection en France. C'est le même type de robot qui a été utilisé pour intervenir lorsqu'il y a eu le problème, enfin l'incendie de Notre-Dame. Très bien. Alors écoutez, moi je vous propose un petit sondage pour égayer cette fin de conférence qui se termine d'ici 3 minutes. Alors je vous demande, est-ce que parmi les personnes qui sont en train de me voir, est-ce que vous avez participé ou non à un projet solidaire? Hop, voilà, je vous envoie le petit questionnaire. Je vais voir vos réponses. Voilà, je passe en plein écran. Donc n'hésitez pas à répondre parmi les personnes qui sont présentes. Je sais qu'il y a quelques membres d'une association robotique dont je vais taire le nom qui sont présents. Donc n'hésitez pas à répondre, c'est à vous. Oui ou non. Donc il y a une personne qui a répondu. Et je crois que j'ai perdu quelques personnes au passage lorsque j'ai dit qu'on arrivait à la fin de cette vidéo. J'ai parlé un petit peu trop vite. Bah écoutez, c'est pas grave. Alors je regarde encore s'il y a d'autres messages. Écoutez, la réponse sera non. Je vois qu'il y a quelques makers dans le groupe, mais qui n'ont pas encore participé. C'est dommage. Ceux qui participaient, en tout cas, n'ont pas eu l'occasion de répondre à ce sondage. Bah, écoutez, très bien. Je vais arrêter le sondage.
En tout cas, vous pourrez continuer après la vidéo en ligne sur Facebook. Je vous remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce live. Est-ce que je peux le fermer? Je ne peux plus. Je ne peux plus fermer le sondage. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais activer. En tout cas, vous pourrez continuer à répondre au sondage après la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur virus.beepmaster.com. Vous avez en haut une page contact. Vous avez des formulaires aussi de curation qui vous permettent de proposer des correctifs, des mises à jour sur les propositions que j'ai mis en ligne. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et je vous dis à la prochaine pour virus.beepmaster.com. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.